Anaïs se fait des films. Se fait quoi? Anaïs se fait des films. Qui se fait des films? Anaïs se fait des films. Salut tout le monde et bienvenue dans Anaïs se fait des films, le podcast où on apprend plein de choses sur le cinéma et sur les nazis. C'est compliqué en ce moment, vous trouvez pas? Les dérives autoritaires américaines ressemblent de moins en moins à des dérives et de plus en plus à une course du Vendée Globe. L'Iran, Gaza, l'Ukraine continuent de souffrir. Il y a quelques jours, on a aussi appris le décès soudain de Catherine O'Hara, actrice canadienne de légende que l'on connaissait pour ses rôles dans Maman j'ai raté l'avion, Beetlejuice ou encore la série Schitt's Creek. Bref, le monde est bien sombre cette semaine, et dans ces moments-là, mon meilleur refuge à moi reste le cinéma. Ce week-end, j'ai trouvé le sommeil en regardant L'Exorciste, c'est vous dire si les choses vont mal. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette semaine, il y a beaucoup de très bons films en salle qui vous permettront de vous changer les idées, y compris, croyez-le ou non, un film qui s'appelle Nuremberg. Que faut-il aller voir en salle ce week-end? The Mastermind est-il un film sur Taylor Swift, un biopic sur le voleur du Louvre, ou ni l'un ni l'autre? Russell Crowe a-t-il commis un crime contre l'humanité? On en parle cette semaine. Avez-vous déjà regardé un film avec l'objectif d'apprendre quelque chose? Perso, j'ai carrément révisé mon bac d'histoire avec Dr. Folamour, Platoon, JFK et Apocalypse Now. Bon, j'ai eu 14, donc c'était pas une super stratégie, je crois. Mais encore aujourd'hui, j'aime voir certains films, documentaires ou de fiction, comme une opportunité d'apprentissage. Des films qui me parlent d'une région, d'un bout d'histoire ou d'un fait divers qui m'avait échappé et que je peux désormais ranger dans la petite médiathèque bien bordélique qu'abrite mon cerveau. Par exemple, j'ai adoré 5 septembre, un film de 2024 qui racontait comment une équipe de télé américaine a couvert la prise d'otages terroristes des JO de Munich en 1972. Ma partie préférée de Titanic, c'est tout ce qui concerne la construction du paquebot et la reconstitution méticuleuse du naufrage. The Big Short m'a mieux permis de comprendre la crise des subprimes que plusieurs dizaines de cours d'économie à Sciences Po. La Revanche d'une blonde m'a appris qu'on pouvait faire de hautes études tout en portant des talons hauts. What, like it's hard? Et puis je ne vais même pas parler de l'éducation artistique ou émotionnelle que m'a fourni le cinéma. Alors, les films peuvent-ils nous apprendre quelque chose? Sans doute. Mais pas Nuremberg de James Vanderbilt, actuellement au cinéma. Comme son nom l'indique, Nuremberg raconte la préparation de ce qui est peut-être le procès le plus célèbre de l'histoire, un sujet passionnant. Le problème, c'est que comme son nom ne l'indique pas, le film se focalise avant tout sur l'histoire de Douglas Kelly, un psychiatre américain envoyé à Nuremberg, pour évaluer les nazis qui s'apprêtaient à être jugés pour crimes contre l'humanité, et entre autres s'assurer qu'ils ne se suicident pas avant l'issue du procès. Dr. Kelly, Central Command thinks you're some kind of hotshot head shrinker. You will inspect and ensure the prisoner's mental health. The one you'll have to watch the closest is Goering. He was appointed Hitler's successor in 1939 and is the highest-ranking German military officer of all time. He's highly intelligent. Charming and a narcissist. I am going to escape the hangman's noose. Very sure of yourself. No man has ever beaten me. Or, dans l'exercice de ses fonctions, ce psychiatre va se prendre d'affection pour un des prisonniers, Hermann Göring, le bras droit d'Hitler. J'ai vu le film à San Sebastian, j'étais surhypée avant d'aller le voir, à la fois parce que je pense que l'histoire du procès de Nuremberg est passionnante, et parce que le casting contient une flopée d'acteurs que j'adore, Michael Shannon, John Slattery, Richard E. Grant, Colin Hanks. Et le résultat, c'est que j'ai tellement levé les yeux au ciel pendant le visionnage que j'ai eu des crampes à la cornée. Nuremberg est à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale ce que Fast and Furious est au code de la route. Le problème, déjà, c'est que le film ne se focalise pas du tout sur les bons aspects du récit, à mon sens. Le démarrage est plutôt prometteur puisqu'il retrace la mise en place du procès et la construction du tribunal. Mais ensuite, le film abandonne toute cette partie reconstitution pour nous servir un mélo risible sur l'amitié entre Göring et son psy qui jouent aux cartes ensemble et apprennent des tours de magie. Pire, le psychiatre est joué par Rami Malek, célèbre pour avoir gagné l'Oscar du meilleur acteur et du pire dentier pour le rôle de Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody. J'imagine qu'une fois qu'il aura complété sa carte des 10 biopics pourris, il aura un sandwich gratuit. Bon, je sais que c'est un problème personnel, mais je peux plus voir ses dents en peinture, désolé. C'est une réaction allergique, je pense que son prochain film, en fait, il va falloir que je le mate sous Zyrtec. Face à lui, le cadre nazi Hermann Göring est incarné par Russell Crowe, qui n'est pas si mauvais dans le film si on arrive à faire abstraction du faux accent allemand. À mon avis, Hannah Arendt est en train de faire des triples saltos arrière dans sa tombe. Je peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment devant le film, mais je pense juste qu'il faut prévenir que ce n'est pas un film à prendre au sérieux. I love you, but you are not serious people.
Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que jamais vous ne rirez autant devant une œuvre sur le procès de Nuremberg. Vraiment, moi, je me suis tapé des barres de rire, surtout que le film contient ce qui est, je pense, la réplique la plus conne de l'histoire. Je veux pas vous spoiler, mais je vous promets que vous la reconnaîtrez immédiatement quand vous la verrez. Bref, pour conclure, je dirais que Nuremberg, c'est un peu comme une glace Ben & Jerry's vegan. Je dis pas que c'est mauvais, je dis juste qu'il faut réajuster vos attentes. Un film qui m'a vraiment appris quelque chose, par contre, c'est le très beau Promis le ciel, présenté au Festival de Cannes cette année. C'est un film d'Erich Seyeri qui avait auparavant réalisé un autre très beau film qui s'appelait Sous les figues. Promis le ciel, ça se passe en Tunisie de nos jours et ça suit le destin de plusieurs femmes immigrées qui tentent de survivre dans un pays qui ne veut pas d'elles et où la politique anti-immigration, ou la chasse aux migrants comme on l'entend dire dans le film, se durcit considérablement. Tout le monde nous tourne le dos en ce moment dans ce pays. Ce qui nous reste, c'est quoi? C'est ce qu'on a construit les uns avec les autres. Jolie! Tu allais te mettre dans quoi encore là? Il faut remettre cet enfant aux autorités. Toi, tu fais confiance aux autorités? Chaque jour est une bataille. Ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est que c'est un des rares films à parler de racisme et d'immigration sans point de vue européano-centré. C'est un sujet qui est passionnant, mais le film ne vaut pas que pour son sujet, il mérite aussi le coup d'œil pour sa très belle photo et ses formidables interprètes. On y trouve déjà Aïssa Maïga, qui est toujours excellente, qui joue une pasteur ivoirienne et que j'avais eu d'ailleurs l'occasion d'interviewer au Festival de Cannes pour parler du film. Mais c'est un film d'ensemble, et à ses côtés, j'ai aussi été très impressionnée par l'actrice Deborah Loeb-Nané, qui joue un personnage qui s'appelle Nané et dont l'histoire s'inspire visiblement de ses expériences personnelles. Ce personnage, c'est celui d'une scammeuse très attachante, qui a beaucoup de caractère, qui est tout le temps dans la débrouille et qui a dû laisser sa fille derrière elle et espère rejoindre l'Europe. C'est son premier rôle et elle est vraiment mémorable. Quand j'étais à Cannes, j'ai eu l'occasion de rencontrer Aïssa Maïga, on a pu parler du film, je vous laisse écouter notre interview. C'est un film qui parle de la question migratoire avec un prisme qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma, en tout cas en France, la migration intra-africaine. Oui. Qu'est-ce qui, dans ce sujet, vous a intéressé ? Ce qui m'a intéressé, c'est qu'on est hors des clichés. L'immigration, c'est le sujet par excellence qui est très lucratif en termes électoraux. C'est un sujet qu'on manipule à foison. D'ailleurs, j'avais vu un jour une sorte de reportage sur la question qui montrait à chaque élection en France depuis des décennies comment cette question-là était brandie et ce que ça permettait de récolter en termes de vote. Et là, on est sur une question qui est beaucoup plus proche de la réalité, c'est que 80% de la migration africaine se fait en Afrique. Et 20% se fait dans le reste du monde, et une partie seulement de ces 20% est en direction de l'Europe. Donc on est très loin des clichés et des stéréotypes. Et puis, il y a des images qui hantent, qui traumatisent, même des chiffres qui traumatisent, le nombre de morts dans la Méditerranée, le fait que certains bateaux soient obligés de rester à quai parce qu'ils sont menacés par les autorités locales et ne puissent pas aller secourir des personnes dont on sait qu'elles sont en danger de mort et parfois, d'ailleurs, elles périssent. Ce niveau de cruauté qui a existé et qui existe en Libye notamment, enfin, la torture est pratiquée de manière quasiment industrielle pour extorquer les fonds des familles de ces migrants. Et tout ça, vraiment, parfois on se sent totalement impuissant, dégoûté, en colère. Et là, avec ce film, j'ai senti qu'on avait une opportunité de raconter cela de l'intérieur et d'être dans le cœur de ces femmes, dans leur vie, dans leur regard aussi. Et c'est ce que j'ai aimé, c'est aussi la diversité de leurs portraits. Marie, qui est pasteur, ancienne journaliste. Oui, déjà ça, c'est un personnage qu'on voit vraiment pas souvent. Exactement. Et qui est une femme passionnante, qui réfléchit sur le monde, qui est assez secrète, qui passe son temps à donner à autrui parce qu'elle croit en sa mission, qui consiste à soutenir les âmes des fidèles de sa communauté pour les aider à transcender leur situation. Le personnage de Jolie, qui est étudiante, qui est un tout petit peu privilégiée parce qu'elle a des papiers et en même temps qui va se retrouver également prise dans quelque chose qui la dépasse. Le personnage de Nané, qui est vraiment dans la débrouille, qui l'a toujours été d'une certaine manière, et qui essaye aussi de naviguer dans tout ça. Mais le film est plein d'humour, plein de tendresse, de larmes, de dureté aussi. Mais c'est tellement vivant, tellement vibrant, que
Voilà, moi je suis fière d'être dedans parce que ça donne un visage humain à des personnes auxquelles on dénie leur humanité. Est-ce que vous voyez le choix de vos rôles comme un choix politique ? Moi je vois l'art comme de la politique. Enfin, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai voulu devenir comédienne. Et je pense qu'un film n'a pas besoin d'être politique au premier degré pour l'être. Quand on fait une comédie qui est toute légère, on prend des décisions. On décide de mettre la caméra à un endroit, de regarder un certain nombre de personnes, et que ces choix soient conscients ou non, ils sont politiques. Ils sont modelés politiquement par l'époque, par l'air du temps. Ils sont modelés par tout un tas de choses. Et ce qui est intéressant, c'est comment on trouve sa liberté artistique là-dedans. Et c'est ce que j'aime dans le film d'Erige, c'est que c'est un vrai bel objet de cinéma. Le travail de sa chef opératrice, Frida Merzouk, est incroyable. C'est un très beau film. Il y a des plans magnifiques, la lumière est dingue, les cadres sont magnifiques, le rythme du film, la musique, le choix du casting. C'est un vrai bel objet de cinéma et qui raconte une histoire importante. En salle cette semaine, vous pouvez aussi trouver le film La Grazia, un film qui prouve que les miracles sont possibles, puisque c'est un film de Paolo Sorrentino que j'ai aimé. Paolo Sorrentino, un cinéaste italien qui a fait La Grande Bellezza, Youth, La Main de Dieu, The Young Pope ou encore Parthénope, c'est un cinéaste au style parfois clinquant, avec selon moi un penchant un peu trop prononcé pour la provoque gratuite et les ralentis sur les meufs à poil. Honnêtement, j'avais abandonné tout espoir et je suis allée voir ce film à la Mostra de Venise sans en attendre quoi que ce soit. Et, surprise, j'ai adoré. C'est un film qui parle de politique et qui suit le président de la République en Italie, qui arrive à la fin de son mandat, qui est un homme plutôt âgé, et qui se retrouve à prendre 2 ultimes décisions avant la fin de son mandat, des décisions très compliquées à prendre. D'un côté, le fait de gracier ou non de personnes qui ont commis un meurtre avec des circonstances atténuantes, et de l'autre côté, promulguer une loi sur l'euthanasie. Et donc ces dilemmes-là vont mener à plein de questionnements existentiels, politiques, mais aussi intimes pour ce personnage, qui est incarné par l'incroyable acteur Tony Servillo. C'est un récit plus tendre et introspectif que ce à quoi Paolo Sorrentino m'avait habitué. Il y a toujours les grandes envolées stylistiques qui sont généralement très réussies chez lui et aussi le sens de l'humour un peu facétieux du cinéaste italien. Mais j'ai aussi trouvé que c'était un film plus posé, qui cherchait peut-être moins à impressionner et à choquer. J'ai beaucoup ri, j'ai été très émue par le personnage. J'ai trouvé que c'était un film très moderne aussi dans les questions qu'il essayait de soulever. Bref, c'est une très très bonne surprise et j'ai vraiment pas boudé mon plaisir, comme on dit chez les jeunes. En salle cette semaine, il y a aussi le merveilleux The Mastermind de l'inégalable Kelly Reichardt. À chaque fois que cette cinéaste indépendante américaine présente un film à Cannes, j'entends les gens en sortie de projo dire que c'est un petit film. Et à chaque fois, ça m'énerve et je dis à ces gens « Attendez un peu, on verra l'impression que ce film va vous laisser sur la durée ». Moi aussi, parfois, en voyant ces films, j'ai l'impression qu'ils sont petits, qu'ils ne sont pas forcément épiques, qu'ils ne vont pas susciter une émotion absolument dévastatrice chez moi. Et en fait, des jours, des semaines, des mois plus tard, j'y repense encore et je me souviens encore très précisément du ressenti que ces films ont suscité chez moi et de l'atmosphère qu'ils ont réussi à créer. C'est des films qui opèrent généralement un petit peu en sourdine et donc je vous encourage à les regarder d'un petit peu plus près. Kelly Reichardt, pour rappel, c'est une cinéaste donc américaine brillante qui a réalisé des films comme First Cow, Showing Up, Wendy and Lucy, La Dernière Piste, Certaines Femmes. Dans ces films, elle raconte l'Amérique, avec un point de vue qu'on voit rarement. Par exemple, La Dernière Piste, c'est un western, mais un western très lent, très étouffant, avec un format carré, très enfermant, où on n'a pas les paysages absolument sublimes qu'on a l'habitude de voir dans beaucoup de westerns, et surtout, c'est un western raconté du point de vue des femmes. Showing Up, c'est l'histoire d'une étudiante en art au bord du burn-out. Wendy et Lucy, c'est l'histoire d'une vagabonde et de sa relation fusionnelle avec son chien. Et First Cow, c'était l'histoire d'une amitié incongrue et vraiment tendre et touchante entre un immigré chinois et un Américain pendant la conquête de l'Ouest. Et ce pas de côté sur l'histoire de l'Amérique, c'est encore ce qu'elle fait dans The Mastermind. Do you know the kids don't have school today? I'm at work. Why can't they be with you? I've got things to do. What things? Like what? That's a lot of money. Just hear me out. It's a big, life-changing opportunity for me. But I'd have to rent a workspace and purchase tools which I don't have. That sort of thing. Ça se passe en 1970 aux États-Unis et c'est l'histoire d'un père de famille, incarné par Josh O'Connor, qui va mettre en place un CAS dans un musée local et qui ensuite va se retrouver en cavale.
La séquence d'ouverture est mémorable, la musique, la mise en scène, tout est vraiment excellent. Et ce début pose la supposition, avec le titre aussi, qu'on va voir un certain type de film. Un film sur un génie du casse, un thriller haletant sur une cavale. Et en fait, c'est pas vraiment ce film-là qu'on va voir. C'est pas une histoire fuck yeah, c'est pas inspirant, c'est pas galvanisant. C'est un film qui est âpre, qui est méditatif. C'est un film de vibes, selon moi, et surtout un film qui prend le contre-pied du film de casse, qui raconte surtout la mélancolie et la désillusion de la masculinité américaine et du mode de vie américain pendant la guerre du Vietnam. C'est un film qui est drôle, qui est doux et qui est très sombre en même temps dans ce qu'il raconte, puisque c'est l'histoire de la déchéance du rêve américain, et c'est Josh O'Connor qui prouve, s'il le fallait encore, qu'il est un acteur très polyvalent. Bref, je vous encourage fortement à aller voir The Mastermind. Moi, je l'ai vu à Cannes en mai 2025, et j'en garde encore une très forte impression, et j'ai très hâte de le revoir. Pour finir, en salle cette semaine, vous pouvez aussi découvrir À pied d'œuvre, le nouveau film de Valérie Donzelli, une cinéaste française que je trouve toujours intéressante. Elle a fait La guerre est déclarée, La reine des pommes, Notre-Dame, Marguerite et Julien, L'amour et les forêts. Et même quand elle aborde des sujets très sombres, elle est plutôt connue pour avoir un univers loufoque, musical, coloré. Et là, ce film marque une rupture dans sa filmographie, j'ai l'impression. C'est adapté d'un roman autobiographique de Franck Courtès et ça raconte l'histoire d'un écrivain qui sombre progressivement dans la précarité et qui survit grâce à des petits boulots déshumanisants. Dans le rôle principal, on trouve Bastien Bouillon qui, en plus d'avoir un patronyme fort agréable à prononcer, est un acteur que je ne me lasse pas de regarder. Il est impeccable dans le rôle. C'est un film plus sombre que ce à quoi elle nous a habitués auparavant, un film très épuré aussi, avec une lumière naturelle qui peut parfois sembler un peu crue. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que son personnage principal dans le film est un photographe qui gagne bien sa vie, mais qui veut vraiment se consacrer à l'écriture de manière sérieuse, et donc il décide de quitter son emploi pour pouvoir écrire à temps plein, et c'est comme ça qu'il se retrouve à prendre des petits boulots juste pour pouvoir survivre. Et ce qu'on n'arrête pas de lui dire professionnellement, c'est que les histoires de rupture qu'il a l'habitude de traiter dans ses bouquins n'intéressent pas grand monde, et qu'il faut qu'il trouve autre chose à raconter. Et c'est en racontant l'histoire de sa précarité progressive qu'il va atteindre le succès qu'il n'avait pas réussi à obtenir avec ses œuvres précédentes. Et je pense qu'il y a un parallèle assez intéressant à faire avec la carrière de Valérie Donzelli elle-même, qui a une très belle filmographie derrière elle, mais qui a parfois été vraiment tournée en dérision ou méprisée. Et je pense notamment à l'accueil critique de Marguerite et Julien quand le film était en compétition à Cannes. Le fait qu'elle parle souvent de questions intimes, et notamment de désir et de rapport à l'amour, lui a valu, je pense, parfois un peu de mépris de la part d'une certaine partie de la critique. Et là, elle s'attaque à un sujet social, un peu plus abrupt, un peu plus dur. Et c'est aussi avec ce film qu'elle a gagné le prix du meilleur scénario à la Mostra, ce qui est une très très belle consécration pour elle. Et c'est en plus pour un film qui est, comme je le disais, un peu plus sérieux dans sa forme que les films qu'elle a pu réaliser précédemment. Et donc, je trouvais ça assez curieux. Je me demandais si elle-même avait intégré ce parallèle pendant qu'elle était en train de travailler sur le film. Et donc, je lui ai posé la question, puisque je l'ai rencontrée pendant la Mostra de Venise. Je vous laisse écouter ce qu'elle m'a répondu. J'ai l'impression que c'est un film très différent du reste de votre filmographie, qui a moins de fantaisie, je dirais, que vos films précédents. Je crois que c'est le premier dans lequel il n'y a pas de numéro chanté. Et j'ai l'impression que ça reflète la trajectoire du personnage dans le film, qui délaisse les récits qu'il a l'habitude d'écrire pour changer un peu son fusil d'épaule. Et c'est là que ça lui offre un succès qu'il n'avait pas eu auparavant. Est-ce que c'est un parallèle qui a été conscientisé ou pas du tout? Okay. En fait, oui, c'est vrai, mais j'ai pas du tout conscientisé. Je pense que c'est ça, hein, le cinéma. C'est quand on écrit des histoires, il y a une part inconsciente, il y a une part inventée, et puis il y a une part concrète, quoi. Donc on va dire que la part concrète, c'est le livre, que la part inconsciente, c'est ce que vous venez de dire, et puis ce qui est inventé, c'est mon imagination à moi, de rajouter des choses qui ne sont pas dans le livre et tout ça. Mais c'est vrai que là, tel que vous l'avez dit, en plus c'est drôle parce que dans le scénario, ce n'était pas tout à fait comme ça. Ça commençait par elle qui refusait le livre tout de suite. Et c'est moi qui ai eu envie, au montage, de dispatcher ce truc-là et de raconter qu'il ne réussissait pas à écrire un livre. C'est vraiment un truc c'est drôle de dire. Voilà.
Comment est-ce que vous avez construit la grammaire visuelle du film, notamment les couleurs? J'ai l'impression que c'était un film très sombre et avec même une palette peut-être plus terne que ce à quoi vous nous aviez habitués auparavant. Oui, c'est vrai que le film, je voulais que la lumière soit très sensible, je voulais qu'on sente que les lieux, quand ils rentraient quelque part, ça les déterminait sociologiquement, la façon dont ils seraient éclairés ou pas. Donc on a beaucoup cherché les décors par rapport à ça. Je voulais vraiment qu'on sente qu'à chaque fois qu'il débarquait chez quelqu'un, on comprenait en 3 secondes qui était la personne, par sa décoration, par sa lumière, par ses objets, par la façon dont il est habillé. Et je savais qu'Irina, elle a un rapport extrêmement sensible aussi aux choses et qu'elle ferait une lumière géniale avec, et assez invisible en fait. Et ensuite, y a le Super 8 qui apporte aussi quelque chose, puisque c'est sa subjectivité à lui, son regard porté, qui devient sa mémoire créative en fait. Donc tout ça c'est fait comme ça. C'est le lieu dans lequel il habite. Ça a été un endroit qu'on a miraculeusement trouvé, qui est finalement, pour la petite histoire, le décor dans lequel j'ai tourné toute La Reine des Pommes, qui est la maison de Béatrice de Staël à Paris. Je pense que j'ai vraiment dû faire 3 ou 4 films là-bas. Et à chaque fois, j'explore, mais tout. Et miracle, j'avais jamais mis les pieds dans le sous-sol. Et j'ai trouvé le décor de mon film, donc c'était génial. Mais vraiment, c'est un film dans lequel on n'avait pas de moyens, donc on a fabriqué des décors dans des endroits... on a fait plein de décors dans le même endroit, donc la maison c'est compliqué parce qu'il fallait changer les trucs. On a fait, 5-6 décors dans cette maison. On a fait le studio, le restaurant, la cliente valise, l'étudiante, le Canada. On a tout fait. Vraiment, ça, c'est mes petites astuces, quoi. J'ai pas forcément envie de le dire parce qu'après, je regarde le film, je dis, en fait... C'est un secret de tournage. Ça se voit pas. Qu'on garde. Avant de vous quitter, je voulais vous faire un petit rappel. Le mercredi 18 février, je serai à l'Arlequin à Paris pour présenter la projection de 19h30 du film Marty Supreme de Josh Safdie. Si vous écoutez le podcast, vous savez que je suis absolument fan de ce film. Le 18 février, c'est le jour de la sortie et à l'Arlequin, il va être projeté en 70 mm en pellicule. C'est le seul endroit en France et même en Europe qui va projeter cette pellicule 70 mm qui a été fabriquée pour l'occasion. Et donc, non seulement je serai là pour présenter le film, mais surtout je serai là après la projection pour enregistrer un épisode de Anaïs se fait des films dans lequel je vais débriefer Marty Supreme avec les gens qui seront dans la salle et avec Norine Raja, qui est une amie et journaliste qui travaille à Vanity Fair, qui est aussi membre des Golden Globes, qui est passionnante. J'ai très très hâte de cet événement et j'espère que vous serez là nombreux et nombreuses. Si vous voulez, la billetterie est en ligne. Elle est dans la description de cet épisode. N'hésitez pas à prendre votre place s'il en reste encore parce que je pense que ça va partir très très vite. Et puis, on se retrouve le 18 février à 19h30 à l'Arlequin. Salut! C'est la fin de cet épisode d'Anaïs se fait des films. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve dimanche pour un petit épisode dans lequel je réponds à une question que vous m'avez posée et la semaine prochaine pour un gros épisode. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à m'envoyer des cœurs, des étoiles, des likes, des commentaires, des partages. Je prends tout. Si vous n'avez pas aimé cet épisode, je m'en fiche, laissez-moi me faire des films. On se retrouve la semaine prochaine. Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi. Produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez.